Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show pour cette nouvelle semaine. Alors il est en retard d'un jour, je suis désolé, j'étais un petit peu occupé sur la chaîne principale pour du contenu assez de bonne qualité. Mais ce n'est pas grave parce que nous avons une petite news assez importante aujourd'hui. J'ai réussi à mettre la main sur un petit Ryzen 7 comme vous pouvez voir. Oui, bon, pour moi ça s'affiche à l'envers, donc j'espère que c'est vraiment à l'endroit. Donc le Ryzen 7, j'ai mal mis mon micro, voilà, je le mets correctement. Le Ryzen 7 1700 pour être exact, donc c'est le modèle le plus petit. Pourquoi? Parce que, alors premièrement, il ne m'appartient pas, c'est une personne pour laquelle je vais faire du montage. Enfin, je vais monter son PC, configurer tout ça. Et parce qu'il n'est pas confiant de le monter lui-même, hein, pour info. Et du coup, il a choisi de prendre un 1700. Il avait le choix entre un i7, mais selon ce qu'il veut faire, il préfère le Ryzen 1700. Donc c'était son choix à lui, hein, je ne l'ai pas influencé ni rien. Et j'ai aussi une petite MSI 350 Tomahawk, je ne sais pas si vous l'avez vu correctement, je suis pas sûr que la caméra est focus correctement, qui supporte l'overclocking évidemment. Et du coup, je vous propose vite fait en début de vidéo un petit mini unboxing rapide de ce processeur. Donc vous avez normalement, comme tous les processeurs, vous avez une petite fenêtre sur le côté avec le processeur, si vous regardez, voilà. Vous voyez la petite fenêtre avec le processeur qui est là-dedans en mode « Hey, salut, je suis là !» Hop. Donc, je vais ouvrir. J'avais déjà ouvert, en fait, pour être sûr. Voilà, j'ai regardé vite fait, mais je découvre en même temps que vous. Donc, on a une première boîte que je vais déjà ouvrir un petit peu. Donc, première boîte avec le radiateur, parce que le 1700 est fourni avec un radiateur. Donc, je vais le sortir de sa boîte, comme ça, vous pourrez le voir dans toute sa gloire et tout ça. Je vais prendre le plastique de protection avec quand même, pour être sûr. Donc, voilà le radiateur qui vient avec. C'est un radiateur avec un ventilateur de 92 mm. Il est plus grand que je ne le pensais honnêtement. Donc il a une base en cuivre avec des ailettes en aluminium, ce qui est très classique pour ce genre de radiateur. Et vous avez donc un 4 pins pour la connexion du ventilateur, comme vous pouvez voir là juste devant mon visage. Et ainsi qu'une petite trappe, je ne sais pas si vous pourrez le voir correctement, mais il y a une petite trappe. Alors, est-ce que ça focus? Je ne sais pas. Il y a une petite trappe juste devant là. Je vais l'ouvrir, comme ça vous pourrez peut-être mieux voir. Mais il y a une petite trappe pour le connecteur de la lampe, parce qu'il y a une lampe RGB tout autour du ventilateur. Et cette lampe, vous avez un petit câble qui est fourni dans la boîte. Je l'ai vu. Hop. Un petit câble que vous pouvez connecter. Donc si vous n'aimez pas la lampe, vous connectez pas, vous n'avez pas de lampe, no problemo. Par contre, si vous la voulez, vous connectez. C'est génial, ça marche hyper bien. Il est pas trop mal ce petit radiateur, honnêtement. Il paraît qu'il est assez performant, donc je le testerai évidemment. Il y a une vidéo qui viendra là-dessus où je testerai un petit peu Ryzen. Et évidemment, vous avez une deuxième boîte avec le processeur en tant que tel. Voilà. Hop, vous pouvez le voir normalement, j'espère. Si ça focus. Non, il ne veut pas focus. Et vous avez même un petit badge à mettre sur votre ordinateur, par exemple, si vous voulez afficher votre Ryzen ou je ne sais quoi. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais bon, du coup, il y a de la pâte préappliquée thermique. C'est une question que je vois souvent, les gens qui font une config sont là. Est-ce que je dois prendre la pâte thermique? Non, c'est déjà préappliqué, ne vous inquiétez pas. Donc j'utiliserai... Alors, la personne a pris un autre refroidissement, mais je teste. C'est une technique que je recommande. C'est toujours tester le matériel avant de faire tout le montage, parce que vous n'êtes pas sûr. Donc je le testerai en dehors du boîtier. Une bonne astuce que vous pouvez utiliser, c'est tout simplement mettre la carte mère sur sa boîte. Ça marche bien, c'est anti-statique, aucun problème, vous ne risquez rien. Et ça vous permet de tester tout au préalable pour être sûr que ça fonctionne bien. Du coup, hop, on va passer directement aux news. Donc, première news, c'est au niveau de Chrome 57 qui introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet de restreindre l'utilisation du processeur par les tabs en arrière-plan. Donc, quand vous avez plusieurs choses d'ouvert sur Chrome, comme moi par exemple, où j'ai plusieurs onglets ouverts là, avec toutes les infos, enfin toutes les news, eh bien, par le passé sur Chrome, si un de ces onglets avait par exemple une pub avec du flash ou autre chose qui se tournait, ça prenait du processeur. Et très vite, mais même très très vite, on pouvait se retrouver avec un Chrome beaucoup plus lent, qui utilisait beaucoup de processeurs, ce qui est très problématique si vous êtes sur PC portable évidemment. Ça utilise plus de batterie, ça fait chauffer le PC. Et du coup, ils ont fait une nouvelle fonctionnalité qui permet de tout simplement restreindre toute cette utilisation. Alors, il y a évidemment des cas particuliers où
Si vous avez de la musique qui joue, ça ne sera pas restreint. Si vous avez une vidéo qui joue, ça ne sera pas restreint. Si vous avez une connexion ouverte, par exemple, je pense peut-être une connexion à distance à votre NAS via le navigateur, ce ne sera pas fermé, par exemple. Ce genre de choses, ce ne seront pas restreints. Et sinon, pour les autres onglets qui, eux, seront restreints, ils seront restreints, mais ils auront le droit quand même d'utiliser un petit peu de CPU. Ils auront en fait un quota d'utilisation, et s'ils l'utilisent, eh bien, ils n'en ont plus, mais ils se rechargent quand même au fil du temps. Donc ça veut dire que si vous avez par exemple un site comme Twitter, qui vous notifie de temps en temps des nouveaux tweets, eh bien, si Twitter n'utilise pas trop le CPU et qui fait des petites pauses de genre 5 minutes, eh bien, son quota va se recharger et il pourra utiliser le CPU un petit peu pour envoyer une notification, et puis ainsi de suite. Donc, ça a l'air d'être plutôt bien pensé, même si je vois peut-être ça peut poser certains problèmes dans certaines situations. Ils ont aussi apparemment ajouté un tag qui permet de désactiver cette fonctionnalité. Donc j'ai juste peur que certains sites abusent de ce tag, mais je ne sais pas non plus s'ils auraient le droit. Peut-être qu'ils doivent être certifiés Google ou autre chose. Mais bon, dans tous les cas, c'est une très bonne chose. Personnellement, depuis l'update, Chrome est beaucoup plus rapide. Je peux le tester un petit peu sur ordinateur portable et c'est clair que ça utilise moins de CPU et que ça permet d'avoir des meilleurs temps de batterie tout simplement. Donc si vous êtes juste sur votre PC portable, juste utilisez le PC portable avec Chrome, vous aurez une sacrée amélioration de la durée de vie de votre portable et ça c'est cool. Donc merci enfin Google d'avoir écouté les gens et on verra bien dans le futur si y a pas trop de problèmes ni rien, mais ça devrait aller. Tiens, il y a Aurélien Sama qui a sorti une vidéo, c'est génial ça. Alors on a une autre news sur les Radeon RX 500 d'AMD qui seront donc les remplaçants des RX 400. Donc vous avez la 480, la 470 qui est d'ailleurs une excellente carte qui est encore à très bon prix. Elle est souvent considérée comme, enfin selon les tests, comme la carte qui vous offre le plus de performance selon l'argent que vous mettez. Donc c'est assez exceptionnel quand même. Et du coup, ils vont sortir des nouvelles RX 500 qui devraient sortir mi-avril. Malheureusement, ce sera un refresh. Donc en fait, ce sera des RX 400 retuné en quelque sorte. C'est un peu comme vous prenez la même voiture, mais genre vous mettez peut-être un pare-choc légèrement différent, vous modifiez un petit peu le moteur pour qu'il soit un peu plus rapide. C'est un peu ça, pour vous donner un exemple. Donc c'est un refresh. Donc ce n'est pas des nouvelles cartes graphiques, mais elles devraient quand même offrir des meilleures performances et surtout pour le même prix normalement. Du coup, ça devrait pousser, à mon avis, Nvidia à peut-être baisser les prix de la 1060, surtout la 1066 Go qui est vraiment prohibitif, je trouve, au niveau des prix. Ou peut-être même sortir une 1060 Ti pour contrecarrer un petit peu AMD, même si ce serait peut-être un petit peu bizarre. Surtout que la GTX 1070 a sacrément baissé de prix, donc ce serait un peu étrange. Mais bon, c'est possible, donc à ne pas sortir de l'équation. Donc, elles sortiront, comme j'ai dit, mi-avril. Il y aura une 580 et une 570, certainement. Et du coup, elle devra avoir des fréquences légèrement supérieures par rapport à la 480 et la 470 et quelques petits tweaks. Il faut savoir quand même aussi, c'est que la 480 et la 470 avaient reçu des tweaks pendant leur durée de vie, donc par AMD. Il y a des cartes en fait qui sont sorties dans le futur, enfin pendant la durée de vie des 470 et des 480, des cartes sont sorties qui exploitaient beaucoup mieux on va dire le chipset graphique de ces 480 et 470 qui avait du meilleur overclocking et tout ça parce que de toute manière c'est AMD qui avait tuné un petit peu pour que ça fonctionne mieux. Donc ce n'est plus vraiment les mêmes cartes que vous pouvez voir dans les benchmarks qui sont sortis à leur sortie et du coup ces modifications seront évidemment inclus avec les 580 et 570. Donc ça devrait quand même, je pense, le boost de performance devrait être assez important quand même si ça ne vaut pas des nouvelles cartes. Et c'est un petit peu dommage, honnêtement, parce que je m'attendais avec... ça, en fait, j'ai l'impression qu'ils forcent la sortie de ces RX 500 pour aller de pair avec la sortie des R7 et des R5 niveau processeur, pour qu'il y ait quelque chose avec, en fait. Surtout les R5 niveau processeur qui vont sortir, c'est news d'après. Donc ouais, c'est un peu dommage, mais bon, on verra bien si les performances suivent et que le prix est intéressant, c'est quand même bien pour vous. Donc voilà. Alors, autre news au niveau de Vega, qui est justement la nouvelle architecture d'AMD, que selon moi devait sortir, mais qu'au final est encore un petit peu repoussée. Bon, on a quand même des screens officiels, enfin des screens officiels. On a quand même des images du modèle de référence
qui est le modèle fait par AMD. Donc on voit une carte avec une finition en métal et une backplate blanche avec le nouveau logo Radeon Vega qu'ils ont montré par le passé. Donc c'est plutôt classe honnêtement, franchement. Blanc-rouge avec un petit accent de gris. C'est assez classe. Les LED évidemment rouge. Parce que AMD, la couleur principale d'AMD c'est le rouge, hein. Voilà, c'est normal. Si vous n'aimez pas le rouge, bon évidemment là vous êtes fichu. Mais très classe. Et du coup ça permet de... premièrement, si le modèle de référence est terminé, c'est que on se rapproche de la sortie, doucement. On peut voir aussi un petit peu ce que consomme la carte niveau... on dirait qu'elle a 2 6 pins. C'est peut-être un 8 pins et un 6 pins, je ne sais pas. Donc une carte haut de gamme. Elle est indiquée comme très clairement offrir d'assez bonnes performances, donc de quoi concurrencer la GTX 1080, voire même la 1080 Ti. Donc ça fera de la concurrence, ce qui est bien pour vous, évidemment. Et du coup, c'est cool pour tout le monde, je pense. Et ça ira de pair avec les R7 niveau processeur, donc c'est pas plus mal. Mais bon, un petit peu en retard quand même AMD, donc il serait peut-être temps là. Alors, tiens, les Ryzen 5 justement. On en a... Donc, ils ont été annoncés officiellement par AMD. Il y a une vidéo sur leur chaîne officielle où ils ont montré un petit peu les processeurs. Donc, les Ryzen 5 sont, on va dire, le moyen de gamme. Ils sont très clairement orientés face au i5, qui porte à peu près le même nom. Hein. Voilà, ils n'ont pas cherché plus. Hein. C'est clairement fait exprès pour faire des pics à Intel. Du coup, il y aura 5 modèles. 4 modèles plutôt. Il y aura le 1600X qui sera le haut de gamme, 6 cœurs 12 threads, 3600 MHz avec un boost à 4000 MHz, donc la même chose que le Ryzen 7 1800X mais avec moins de cœurs, donc devra offrir de très bonnes performances. 249$, donc il devrait sortir à mon avis à 289€, voire 299€. Donc clairement il est en face du i5 7600K, c'est son concurrent. Pourtant il a 2 cœurs en plus, il a 8 threads en plus. Donc ça devrait donner une comparaison assez intéressante. On a aussi le Ryzen 5 1600 qui est un 6 cœurs 12 threads avec une fréquence beaucoup plus basse, 3200 MHz, 3600 MHz en boost et un prix de 219$. Donc ça devrait être à mon avis 259€, peut-être un petit peu plus. Ensuite on a le 1500X qui est un 4 cœurs 8 threads. Donc là ce serait l'équivalent d'un i7 en fait. Donc il a le même nombre de cœurs, le même nombre de threads. Il a une fréquence de 3500 MHz avec un boost de 3700. Un peu dommage le boost d'ailleurs, 3700 c'est un petit peu bas. Je pense qu'ils auraient dû mettre un boost à 3800 voire 3900. 3800 aurait été plus logique en fait selon le i7, enfin le Ryzen 7 1700X, mais bon. Donc 189$, donc ça devrait être à mon avis 249€ peut-être, 239 je dirais. Bon, peut-être 229 avec un peu de chance. Et puis finalement, on a le Ryzen 5 1400 qui est l'un des plus intéressants. 4 cœurs, 8 threads, 3200 MHz, 3400 en boost. Et un prix de 169$ qui devrait se traduire avec un prix, je pense, de soit 199€ pour faire un prix psychologique, hein, ou soit 209, 219 à la limite. Ça dépend évidemment de ce qu'ils fixent en Europe. Donc tous ces processeurs supportent l'overclocking si vous avez une carte mère qui supporte l'overclocking. Je vous rappelle que l'overclocking est limité par votre carte mère sur Ryzen. Donc les B350 supportent l'overclocking. Donc vous pourriez acheter une carte mère qui coûte à peine 100€ avec le Ryzen 5 1400 et vous faire littéralement l'équivalent entre guillemets d'un i7 parce qu'il a 4 cœurs 8 threads pour beaucoup moins cher. Pour le prix d'un i7, littéralement, en fait, quand j'y pense. Oui, pour le prix d'un i7, vous avez le processeur, la carte mère et un bon refroidissement. Donc, ouais, je pense que ça pourrait être intéressant pour pas mal de gens, ça. Mais bon, on n'a pas non plus de chiffres plus que ça. Il devrait être très proche des Ryzen 7 au niveau des performances en monocœur, parce qu'ils ont à peu près les mêmes fréquences, comme vous pouvez voir. Donc, il devrait assez bien se débrouiller de la même manière en jeu. Ce qui est un peu dommage, hein, évidemment, on voulait que... Enfin, moi, je veux qu'en tout cas que Ryzen 5 soit très, très performant en jeu, mais il faut pas se voiler la face. Ça reste des Ryzen 7 avec des cœurs désactivés, donc forcément, ils auront à peu près les mêmes performances. C'est même un petit peu dommage qu'ils n'ont pas mis des plus hautes fréquences, vu qu'ils ont moins de cœurs, mais ça se comprend parce que Ryzen a du mal à dépasser les 4 GHz, donc notamment le modèle haut de gamme, qui a déjà un boost à 4000 MHz, ben, ils n'auraient pas pu aller beaucoup plus haut.
Même si je pense que par exemple le 1600 et le 1400, ils auraient pu peut-être les mettre un petit peu plus haut. Et même le 1600X, ils auraient pu le mettre à mon avis à 3,7 GHz de base, avec un boost à 4000. Et puis par exemple le Ryzen 5 1500X, ils auraient dû le mettre à 3,7 aussi honnêtement. Et peut-être passer le 1400 à 3,4 GHz, qui aurait été beaucoup plus mieux face à la concurrence, qui aurait donné une meilleure impression du processeur, tout simplement, parce qu'il faut l'avouer, il y a beaucoup de gens qui vont juste acheter ces processeurs et qui ne vont pas faire d'overclocking, donc je pense qu'AMD manque un petit peu une occasion d'y aller un petit peu plus agressivement, mais évidemment, on verra bien dans les tests. Personnellement, je verrai pour le Ryzen 7 1700, comme je vous ai dit, je l'ai en main, je ferai des vidéos dessus, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. On peut simuler un Ryzen 5 en réalité, parce qu'on peut désactiver des cœurs, et comme c'est exactement la même architecture, et si on met exactement la même fréquence, ça devrait à peu près donner les niveaux de performance. Il y a des sites qui ont déjà fait ça, et évidemment ça vous donne à peu près ce que vous pourriez en penser. C'est des bons processeurs si vous avez besoin de faire du montage et tout ça, mais un petit peu en retrait niveau jeu par rapport au i5. Mais bon, on verra bien aussi, parce que je vous rappelle que le Ryzen 5 1400 devrait sortir au prix des i5 qui sont pas non plus des i5 qui ne supportent pas l'overclocking déjà, donc des i5 qui sont à 3 GHz, 3,2 à la limite. Donc je pense qu'on devra avoir des chiffres intéressants, honnêtement. Donc il y a beaucoup de sliders avec beaucoup d'infos, mais qui franchement relèvent de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. On sait qu'ils viendront avec un autre radiateur. Alors ils n'auront pas tous le radiateur avec la lampe RGB, et ils auront un radiateur un petit peu plus petit. Donc à voir, mais de ce que j'ai pu voir, ces radiateurs de toute manière, enfin le grand radiateur que j'ai actuellement là, avec moi là, se débrouille plutôt bien, au point même qu'il n'y a pas vraiment besoin de le changer si vous ne faites pas d'overclocking. Alors, prochaine news, Intel lance officiellement ses SSD, donc les Optane DC P4800X en 3D X-Point, qui est leur nouvelle mémoire, je vous rappelle, qui n'est pas du tout la même chose que ce que vous pouvez trouver dans les SSD traditionnels. Je sais pas pourquoi il y a un truc qui est en surbrillance là depuis tout à l'heure, là, ici, là. Je sais pas depuis quel onglet il est apparu ce truc. C'est sur Cocoteland, la ferme du hardware, oui, mais pourquoi tu... Attendez, je vais essayer de fermer l'onglet et de le réouvrir. Non, non, c'est toujours là, ok. Ok, Chrome, bon ben c'est pas grave, hein. Dans tous les cas... ces SSD sont officiellement disponibles. J'en avais parlé un petit peu par le passé qu'ils ont des très bonnes évidemment lecture et écriture. Mais maintenant sur les SSD, vous ne regardez plus vraiment les performances brutes en écriture ou en lecture. Parce que par exemple ce SSD n'a pas les meilleures écritures et lectures par rapport aux SSD qui existent déjà. Pourtant, je peux vous dire qu'il est très intéressant parce que il a des IOPS. Donc les IOPS, c'est des entrées-sorties à la seconde. Donc les entrées-sorties, c'est très important parce que c'est vraiment ce qui va influencer les performances d'un SSD dans un milieu professionnel. Je pense notamment à ceux qui ont des bases de données. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît là-dedans et qui peut-être travaille dans le milieu, qui a peut-être des bases de données, je pense que quand il voit ce genre de SSD, il doit être il voudrait bien l'avoir, quoi. Parce que ce SSD a annoncé à 550 000 IOPS à la seconde, ça veut dire 550 000 opérations à la seconde sur ce qu'il y a stocké sur les SSD. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ça veut dire que, bon, je simplifie, hein, je simplifie largement, hein, ne gueulez pas pour ceux qui font de la base de données, hein, je vais simplifier pour que les gens comprennent, mais imaginez que par exemple pour vous connecter à un site internet, évidemment, quand vous vous connectez, il faut aller chercher votre mot de passe sur la base de données, enfin votre mot de passe encrypté, hein, évidemment. Il n'est pas là, enfin haché, il n'est pas disponible vraiment en clair. Et puis après, il faut le comparer avec le mot de passe que vous venez de rentrer pour vous connecter sur le site. Donc ça, c'est une entrée à la seconde. On doit aller chercher le mot de passe. Bon, techniquement, il peut en avoir plus. Hein. Je simplifie, ok? Mais du coup, ça veut dire que vous pourrez avoir une machine super puissante avec un seul de SSD. Il pourra avoir 500 000 personnes qui accèdent à la base de données à la seconde. Bon, évidemment, là, vous êtes limité par le processeur et tout ça. Mais bon, je pense que ça vous permet de vous visualiser la chose, vous dire, ah ouais, c'est quand même sacrément performant. Alors, après, les SSD qu'on a actuellement ne sont pas en reste non plus. Mais ils sont quand même largement...
en retrait. Les SSD que vous avez peut-être dans votre PC sont 10 fois moins performants en IOPS. Et pourtant, ils sont très performants, c'est ça le pire. C'est juste que ce SSD est vraiment optimisé pour ça. Et c'est d'ailleurs, ça se reflète sur le prix parce qu'il est vendu à 1500 $. Yay! Pour la version 375 Go. Non, c'est pas la version 1,5 Tera qui est à 1500 $. Non, non, non. Mais bon, il y aura une version en M.2 aussi parce que là, elles sont en PCI Express. Donc, c'est pas pour monsieur tout le monde. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est kiffant à voir ce genre de technologie, honnêtement. Ils ont aussi une bien meilleure durée de vie. Donc, si vous le mettez dans un serveur, vous êtes sûr que le serveur va durer longtemps. Qu'il va pas claquer d'ici 3 ans parce que le SSD sera complètement défoncé au niveau de sa mémoire parce qu'il aura fait des écritures et de lectures en permanence. Mais ouais, c'est plutôt cool, honnêtement. Et je viens de voir que ma carte mémoire apparemment est full. Ce que je ne comprends pas parce que... Ah, fuck, je pense que j'ai filmé en 4K depuis le début. Ah, j'ai fait des tests en 4K, je pense que j'ai oublié de rechanger. C'est pas grave, c'est pas grave. On continue sur la caméra. De toute façon, il reste très peu de news. Dans tous les cas, ça c'est cool, mais c'est pour les professionnels. Mais ça devrait peut-être améliorer quand même pour monsieur tout le monde. Je pense notamment si vous achetez un site internet, enfin si vous achetez de l'hébergement web, ça devrait baisser le prix des hébergements web, très clairement, dans le futur, hein, ça va pas baisser la semaine d'après, hein, mais ça devrait baisser l'hébergement web encore plus. Alors, Windows 7 et 8.1, donc Microsoft bloque les updates sur les nouveaux processeurs, que ce soit Intel ou AMD, donc Kaby Lake, qui est la 7e génération, de processeurs Intel, de Intel Core, donc les i7 7700K, les i5 7600K, et puis les Ryzen aussi, qui viennent de sortir. Donc apparemment, Microsoft va bloquer les mises à jour sur ces nouveaux processeurs. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas supporter déjà des nouveaux processeurs sur un ancien système d'exploitation, ce qui est compréhensible, on va être très honnête. C'est comme si vous aviez une voiture qui était largement dépassée au niveau de la garantie et que vous veniez en mode « Hey, j'aimerais avoir le nouveau autoradio ». Le mec, il va te dire « Bon, il faut le payer, hein, il va pas te le donner gratuitement, évidemment. » Mais, c'est aussi clairement, je pense, une manière pour Microsoft de dire « Allez sur Windows 10, allez, venez sur Windows 10. » Bon. C'est selon moi problématique parce que franchement, il devrait, je pense, supporter Kaby Lake juste parce que on parle aussi des mises à jour de sécurité. C'est pas juste des mises à jour cosmétiques, c'est surtout sécurité. Et je pense que Microsoft ne devrait pas mettre en péril la sécurité des gens juste parce qu'ils veulent que les gens aillent absolument sur Windows 10 ou ils veulent absolument que les gens... voilà, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Apparemment, Skylake devait être inclus dans cette politique au début, mais ils sont revenus en arrière et ils donneront quand même des mises à jour de sécurité sur Skylake. Mais quand même pas de mise à jour de sécurité sur des nouveaux processeurs. C'est un gros problème, je pense. Vraiment un gros problème. Bon, on verra bien. Encore une fois, un petit peu quelque chose de Microsoft qui me fait un peu perdre foi en ce qu'ils font, mais bon. Alors, la Suède introduit les cours de programmation dès le first grade. Je sais plus c'est quoi l'équivalent, c'est 12 ans, je pense, c'est l'équivalent. Donc ça, c'est très cool. J'en parle parce que c'est, je pense, quelque chose qui est très important pour le futur. Parce que dans 30, 40 ans, 50 ans, on aura beaucoup de robots qui feront des jobs. Et il faut programmer ces robots. Il faut programmer aussi tous les appareils qu'on aura un petit peu partout. Et je pense que, clairement... l'un des métiers du futur, c'est programmeur. Et je pense qu'on doit faire en sorte que déjà Monsieur Tout-le-Monde ait des notions de programmation pour qu'il puisse comprendre déjà comment... Franchement, quand vous savez programmer, ça vous donne une bien meilleure vision de comment fonctionne un PC. Donc ça, c'est déjà assez important, je trouve. Et ça permet aussi, évidemment, d'être beaucoup plus débrouillard, tout simplement. Pouvoir peut-être écrire vite fait un petit script sur Windows pour gérer des tâches ou autre chose. Et ça vous force un petit peu à mieux utiliser le PC. Mais clairement, dans des pays comme la France ou la Belgique, on n'est pas encore prêt d'avoir ça. Et pourtant, on devrait clairement, je pense, avoir des notions de programmation. Ça permettra aussi, je pense, très clairement d'enlever les stigmas
qui sont vers la programmation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, oh, programmeur, pouf. Non, j'ai pas envie d'être un mec, littéralement, il y a des gens qui pensent que les programmeurs, c'est des mecs obèses qui sont chez eux et qui font rien, qui bougent pas. Je peux vous dire que programmeurs, la plupart des programmeurs, déjà travaillent dans des workspaces qui sont ouverts, donc vous êtes dans un endroit ouvert, vous avez vos collègues pas très loin, juste à côté, vous pouvez les voir limite. Et surtout, c'est un travail très social. Vous devez communiquer avec vos collègues, vous devez communiquer avec vos supérieurs, vous devez communiquer avec les gens qui s'occupent d'autres systèmes qui sont en rapport avec ce que vous faites. Donc si je fais... imaginez, je travaille, je fais un site web avec d'autres personnes, enfin, on fait un site web, et du coup, moi, je m'occupe de la partie peut-être technique, eh bien, je dois discuter avec la personne qui s'occupe du design du site, je dois parler avec la personne qui s'occupe de la base de données, je dois parler avec mon supérieur de ce qu'on doit faire, je dois parler avec le client, voir ce qu'il veut réellement et tout ça. Il y a énormément d'interactions sociales dans ce métier, beaucoup plus qu'on ne le pense, et c'est un métier qui, selon moi, pourrait beaucoup plus intéresser les gens s'ils avaient une bonne vision, tout simplement, enfin, si on leur présentait correctement ce que c'était. Et aussi, il faut l'avouer, il y a très peu de filles et de femmes dans ce milieu-là. Donc ça veut dire qu'on perd littéralement 50%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on perd 50% des gens qui pourraient programmer juste à cause de littéralement ce genre de clichés qui sont restés dans notre société. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que ça veut dire que vous avez aussi bien des femmes qui sont au chômage actuellement, qui ont parfaitement les capacités de programmer, mais qui n'ont jamais essayé parce que cliché, et qu'elles n'ont jamais fait ce genre d'études. Et pourtant, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Et du coup, Suède, génial, franchement. C'est rien que pour le fait que ça va permettre vraiment à n'importe quel enfant de vraiment se rendre compte de ce que c'est de programmer. Ça va retirer les clichés et tout ça. Et c'est génial, franchement. Et je pense qu'on devrait tous le faire. Juste des petites cours de programmation de base. Vraiment, je ne dis pas, ouais, on va apprendre à faire un jeu vidéo. Non, juste quelque chose de base. Mais bon, bref, c'était un petit peu la news comme ça, un petit peu qui me tient à cœur. Donc, si vous voulez qu'on travaille dans ce genre de milieu, ne vous faites pas avoir par les clichés et tout ça. Et dites-vous que c'est clairement un métier d'avenir. Et voilà. Par contre, en France, c'est pas toujours le métier le mieux supporté, parce que malheureusement, la France a un petit peu du mal avec les nouveaux métiers. Par exemple, si vous êtes développeur de jeux vidéo, bonne chance si vous habitez en France. Bref, c'est tout pour ce Texama Show. Donc, dans la semaine à venir, vous devriez voir une nouvelle config de la semaine déjà. J'irai voir vos commentaires sur la première vidéo, voir un peu ce que vous voulez comme config. Il y aura certainement dans le futur une config en Ryzen 5, comme j'ai dit. Et surtout, vous aurez des vidéos qui devraient arriver sur le Ryzen 7 1700. Peut-être un test rapide, pas un test complet. Peut-être un petit peu... Je préfère des unboxings à la limite de la carte mère et tout ça, s'il y en a qui sont intéressés. Dites-moi ce que vous êtes intéressés. J'ai tout un PC AMD complet sous la main là, que je dois monter pour quelqu'un. Et du coup, si vous êtes intéressé de voir des vidéos là-dessus, dites-moi ce que vous voulez voir comme vidéo dessus, ok? Donc voilà, je regarderai vos commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine et je vous dis salut à tous. Synchro.